Rosalie, en gros, c'est une super app simple que les salariés peuvent télécharger sur leur smartphone, c'est une application mobile, sur laquelle ils voient afficher leur salaire gagné en temps réel. Ça, c'est déjà une énorme innovation. Ça, c'est trop bien ça. Exactement, c'est-à-dire le 2 du mois. Je vois ce que j'ai gagné sur 2 jours de travail depuis le début du mois. C'est arrivé au moment des Gilets jaunes, c'était fin 2019. Je voyais vraiment les manifestants, je pense que tout le monde s'en rappelle, parler de fin de mois difficiles, etc. Et c'est quelque chose qui me parlait énormément parce que je viens d'une famille où je voyais complètement mes parents tout le temps, en fait, tête baissée sur la table, sur les factures, sur les dettes, etc. Donc je pense que chacun choisit une sorte de cause qui lui parle. Tout le but là, c'est remplacer le découvert bancaire. C'est vraiment, tu as une alternative plus souple, plus meilleure, plus simple, aussi accessible et aussi rapide. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens passent par la banque. Pourquoi ? Parce que c'est simple, en fait, tu utilises sans savoir. Mais les gens, c'est ça le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Et c'est ce qui, du coup, mène les gens, malheureusement, à recourir systématiquement au découvert bancaire, les prêts à la consommation. On parle quand même d'un Français sur 4 qui est dans le découvert bancaire chaque mois. Salut Arbia, comment ça va ? Très bien, et toi ? Je suis ravi de te rencontrer. J'ai écouté tous tes podcasts avant. Quel courage. C'est vrai que quand tu fais un podcast de 3 heures, un autre de 2 heures, et tu passes vite à 5-6 heures d'écoute. Wow. Mais au moins, tu connais bien ton invité. C'est clair. Donc, je connais ton parcours. Alors, il y a un premier truc qui m'a intrigué et impressionné avec toi, c'est que j'ai jamais rencontré une femme solo founder. Il y a des stats qui disent que quand tu es solo founder, en gros, ton taux d'échec, il est en fait au niveau maximum. C'est vrai. La probabilité que tu échoues en fait, quand tu es solo founder est au niveau maximum. Alors, en plus, une femme, voilà, j'avais jamais rencontré, donc c'est la première fois pour moi. Écoute, je sais pas, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est pas par choix, faut le savoir. Je pense que la première fois, oui. J'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. Comme n'importe quel entrepreneur qui commence, tu te lances. Je savais pas c'est quoi l'entrepreneuriat, qu'il faut s'associer, etc. Donc voilà, c'est venu naturellement. La deuxième fois, par contre, deuxième boîte, quand tu entends déjà en fait tous les investisseurs, tous les gens, tout le réseau, tous les entrepreneurs dire justement ces stats-là et que le fait d'être solo founder, tu te mets en fait des moins quand tu fundraise, quand tu cherches quoi que ce soit, je me suis dit il faut absolument que je m'associe. Donc je me suis mis cette pression de malade en fait pour m'associer. Et c'est pas par choix, c'est pas facile. Une femme qui s'associe, j'ai découvert que c'est pas du tout une mince affaire. C'est pas simple et pourtant j'ai rencontré une centaine de personnes, j'ai fait une centaine de cafés, etc. Je pense qu'il y a plus de facilité entre mecs. Hop, ils se checkent, ils prennent une bière. Allez, on s'associe demain et ils lancent. J'avais l'impression que, je sais pas, peut-être un homme qui se projette à s'associer avec une femme, c'est pas si facile que ça. Et hors statistique, en tout cas, je te confirme. Alors, il faudrait qu'on creuse ensemble, mais je crois pas connaître. Je connais beaucoup de femmes, tu vois, entrepreneuses, mais j'ai jamais rencontré solo founder, donc je trouvais ça amusant. Puis c'est marrant parce que j'ai rencontré l'inverse, on va dire, de toi. C'est Penny Lane. Oui. Je crois qu'ils sont 7 associés et c'est 7 mecs. Et je me suis dit, c'est marrant, Rosalie, Penny Lane, c'est l'inverse total. Et alors, toi, en plus, si on parle de probabilité, parce que je sais que tu as un profil un petit peu ingénieur, donc ça va te parler. Ouais. C'est pour ça que je t'emmène sur le sujet de la probabilité. Femme solo founder en France, donc la probabilité, je pense qu'elle est vraiment au niveau le plus bas. Et en plus, toi, tu as un parcours atypique parce que tu as grandi en Tunisie. Ouais. Et tu as fait un parcours où la probabilité d'avoir la bourse pour ensuite venir étudier en France est aussi très faible. Et donc, je me suis amusé en multipliant les probabilités. C'est pour ça que tu es complètement hors stade, quoi. C'est vrai. Après, j'avais pas le choix. En fait, je pense que je me suis retrouvée de toutes les façons dans ce parcours-là parce qu'il était la seule possibilité pour moi. Je suis tunisienne. J'ai immigré toute seule ici parce que j'avais pas notre option pour partir, pour exit vers une vie meilleure, vers une vie en fait à laquelle j'aspirais. Donc la bourse c'était une sorte de la seule option, en tout cas devant moi. Donc il fallait bosser pour
pour avoir cette bourse. C'est quoi cette bourse? J'en ai entendu parler. Il faut être dans les top 3. C'est assez sélectif. En fait, c'est un peu comme... j'imagine que vous avez entendu par l'immigration des cerveaux. Donc, ça arrivait beaucoup, surtout du Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Algérie. Oui, parce que c'est pas propre qu'à la Tunisie, non? Il me semble qu'il y a le même programme en Algérie et au Maroc. Exactement. Et du coup, on passe par... il faut avoir... il faut être le premier dans le concours national, parmi les premiers, entrer en fait dans une école spécifique en fait qui vous prépare de prépa, exactement comme ici, qui vous prépare en fait aux écoles d'ingénieurs pour venir passer les mêmes concours ici, etc. Et on chope une bourse, quand on rentre justement dans les filières où il manque des gens avec des très bonnes notes. Donc, ça aussi, j'avais pas le choix après de choisir en fait mon école. Donc ça dépend vraiment de combien de bourses je pouvais avoir en face. Clairement. Mais oui, c'est une bourse qui te paye tes études et ta vie ici pour pouvoir immigrer, parce que je viens quand même d'une famille qui ne pouvait même pas payer son loyer là-bas, donc c'était pas possible de m'envoyer étudier à l'étranger. Et donc je me suis retrouvée en France toute seule et c'était magnifique. Non mais t'as un parcours vraiment de fou, je te le dis franchement. Je me rappelle pas avoir rencontré quelqu'un avec un parcours aussi fou, donc je suis content. J'aime bien démarrer directement sur le business, mais là je voulais faire quand même une petite parenthèse, parce que si on regarde les probabilités, en fait déjà rien que d'avoir cette bourse pour arriver en France, c'était déjà genre à moins de 1%. Et en plus d'être solo founder après, tu vois, en fait tu enchaînes un petit peu tout. Tu vas à l'inverse de toutes les statistiques de marché. Donc j'ai hâte de voir ce que tu vas devenir. Après tu es aussi serial entrepreneur, parce que Rosalie, c'est pas ta première société. Tout à fait. T'as lancé combien de boîtes avant? 2. La première était vraiment là au moment où j'étais encore étudiante, donc passant. C'était un grand échec, très rapide. Deuxième carnet de mode, c'était en 2010. Et c'était une marketplace internationale pour les marques émergentes de mode. À l'époque, le mot marketplace n'existait pas, donc il fallait vraiment créer... complètement toute la techno de marketplace. On a commencé exactement à créer la même techno que Miracle. On a d'ailleurs eu le même investisseur. On a lancé la même chose, mais avec des business models très différents à l'époque. Et c'est une boîte que j'ai cédée fin 2017. Je suis partie complètement, je pense, autour de fin 2018. Quoi. Voilà. Et à partir de là... commence une belle période de page blanche assez effrayante à chercher vraiment ça serait quoi mon projet d'après. Et j'ai lancé Rosalie du coup autour de fin 2019, début 2020. Okay. J'aime bien le nom Rosalie. Merci. Je le trouve sympa. Vraiment, tout le monde me demande d'où vient, c'est quoi l'histoire. Et il faut vraiment que j'invente une histoire parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dingue derrière. D'ailleurs, dès que je sors, je vais vraiment demander à ChatGPT de m'inventer une belle histoire. Ok, ouais, t'as pas pris une agence de branding ou quoi pour trouver le nom. D'ailleurs, souvent, les gens racontent des belles histoires sur les noms une fois que c'est une énorme success story, alors qu'en réalité, les gens les ont trouvés un peu comme toi. Et après, on raconte des histoires une fois qu'on a le nom au final. Franchement, non, j'étais très pragmatique. Je cherchais un nom qui est mémorisable, international, où je peux vraiment acheter le .com, parce que c'était pour moi très important d'être global le plus vite possible dès le début, et qu'il ne soit pas banal, mais surtout un nom de femme. C'est normal, ça me représente. Pour personnifier un peu cette éducation financière, ce que c'est Rosalie, avec son impact social en fait dans la vie des gens. Et Rosalie me paraissait beau, simple, assez simple en fait à dire dans les différentes langues. C'est très pragmatique. Et alors du coup, comment on décide de s'attaquer au pouvoir d'achat des Français? Alors je crois que tu n'es qu'en France ou tu es aussi en Europe? En Europe. En Europe également. Tout à fait, ouais. Donc au pouvoir d'achat des gens en Europe. Comment tu es venu sur ce projet? Et ça va être intéressant, surtout à l'heure d'aujourd'hui où je crois que le pouvoir d'achat est assez compliqué. Clairement. Ton projet tombe à pic, on va dire. Est-ce que tu peux nous présenter Rosalie? Bien sûr. En fait, c'est arrivé au moment des Gilets jaunes. C'était fin 2019. Où je voyais vraiment les manifestants, je pense que tout le monde s'en rappelle, parler de fin de mois difficile, etc. Et c'est quelque chose qui me parlait énormément parce que je viens d'une famille où je voyais complètement mes parents tout le temps, en fait, tête baissée sur la table, sur les factures, sur les dettes, etc. Donc, je pense que chacun choisit une sorte de cause qui lui parle. D'autres choisiront peut-être le climat. Moi, l'impact social, l'argent me parlait plus parce que c'est un pain universel. C'est pas en fait une problématique qu'on peut trouver, je sais pas, dans une culture spécifique ou un pays spécifique par rapport à l'autre. Malheureusement, c'est quelque chose que tout le monde en fait, y passe à un moment donné, quoi.
C'est dans le monde entier, c'est le même problème partout. Exactement. Après, ça touche pas les mêmes catégories de personnes, non En fait, à partir d'un certain niveau de salaire, en gros... Bien sûr. Mais honnêtement, je pense que c'est faux de se dire que les gens, par exemple, qui tombent dans le découvert ou dans le rouge, c'est que les gens, justement, qui touchent un certain salaire. Non, c'est une histoire, en fait, aussi d'éducation financière, d'une manière de gérer son argent. Et on peut complètement, en fait, être très riche et passer complètement, en fait, dès le lendemain, en fait, avec rien du tout et basculer complètement dans le découvert. Donc, non, je pense que ça touche, en fait, ça peut toucher tout le monde, en tout cas. Et donc, cette problématique me parlait. Et chercher justement un projet qui soit ambitieux, qui allie d'un côté en fait un business model viable, très ambitieux, scalable. Enfin, tu sais, quand c'est le énième projet entrepreneurial, on cherche justement quelque chose rationnellement qui check un peu tous les points, comme un investisseur ou un entrepreneur. Enfin, on se pose plus de questions en tout cas que la première fois, mais qui allie aussi de manière équilibrée en fait cet impact social intrinsèque au produit lui-même, au cœur du produit, et pas juste un truc en fait qu'on ajoute sur les process ou qu'on ajoute en fait sur le pitch, comme en fait ce qu'on peut faire avec énormément de projets. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce que cet équilibre-là soit si difficile, que cette recette, en tout cas de trouver un projet qui allie les deux, soit si difficile. C'est pour ça que ça m'a pris, je pense, 1 an et demi pour trouver mon projet. Il fallait que je m'inspire de tout ce qui, en fait, ce que je pouvais trouver. Donc, je lisais énormément de decks. Je me rappelle, là, entre 2017 jusqu'à 2019, je lisais à peu près 10 decks par jour. Ah ouais, quand même. C'était ma lecture au lieu des livres. Comment tu les avais accès à ces decks En fait, j'investissais dans des startups. J'étais mentor aussi dans plein d'accélérateurs comme Techstars, etc. pour aussi rendre, parce qu'au moment après l'exit, en fait, on a du temps aussi à rendre à l'écosystème. Et j'ai même travaillé comme entrepreneur in residence pour des VC pour justement avoir accès au deal flow, apprendre, voir en fait ce qui se passe de l'autre côté et voir justement que c'était pas marrant du tout pour moi le côté investisseur et qu'il fallait absolument entreprendre encore. Et c'est pas pareil, investisseur et entrepreneur, c'est quand même 2 métiers différents, quoi. Ah bah clairement, franchement. Ça n'a rien à voir. Investisseur, c'est plus financier, on va dire. Clairement, mais il faut goûter, à mon avis, aux deux pour savoir ce qu'on veut dans la vie. Et ça, c'était très intéressant à voir. Et voilà, un jour, je tombe sur ce deck, sur justement un modèle américain qui vient de se lancer, né en fait aux États-Unis, qui s'appelle le EWA, donc Earned Wage Access. Ça veut dire accès en fait à votre salaire gagné. Je trouvais ça marrant. Je me suis dit, est-ce que c'est très relié en fait à la culture américaine, ce qui est normal parce que là-bas les gens s'endettent beaucoup. Il y a énormément d'alternatives. Il y a justement les payday loans, voilà tout ce qui est en fait prêt très requin, très shark en fait avec des taux d'intérêt hallucinants. Je me suis dit, c'est pas la culture européenne, c'est pas un problème ça. Et en fait, plus je regardais le business model, je trouvais vraiment très, très intéressant parce que c'était très innovant par rapport à tout ce qui existait en termes de dette. Et ça se positionnait comme une vraie alternative en fait, à tout ce qu'on peut trouver, comme les prêts à la consommation, la banque, etc. Et donc, je me suis dit, mais c'est dingue. Le Payne, comme j'ai dit, c'est universel. Accès en fait au cash, instantané, gratuit à tout moment. Remplacer en quelque sorte les découvertes bancaires, les prêts à la consommation. C'est pas que américain, ça peut être européen et ça peut être en fait une vraie solution à un problème qu'on peut trouver un peu partout. Et ce qui m'a surtout en fait, que je trouvais intéressant, c'était que aux États-Unis, les gens sont payés à la semaine et parfois à la quinzaine, et qu'ils demandaient quand même en fait ce genre de solution dans la semaine. Alors qu'en Europe, on est encore en fait payé sur 30 jours, ce qui est très très long. À la fin du mois en plus, non ? À la fin du mois, en fait. Payé le même début du mois d'après, non, en réalité ou... Exactement. Tout à fait. Énormément. Enfin, j'ai découvert après coup qu'il y a énormément d'entreprises en France payent le 10 du mois d'après et même le 12 du mois d'après. Je savais pas ça, par contre. C'est horriblissime. Ça m'étonne par contre. Ah oui, si. Beaucoup de restaurants, beaucoup d'entreprises, surtout d'entreprises de col bleu. C'est-à-dire, plus en fait, c'est une entreprise qui a des salariés qui touchent moins de 2 000 € net par mois, c'est ceux qui sont les plus touchés en plus par ces retards-là, plus que les autres. Mais là, ça touche un autre point, ça touche au fonds de roulement des sociétés, si elles décalent de 10. Alors, un truc que j'ai découvert avec ton projet aussi, c'est la réglementation. Est-ce que tu surfes aussi sur une réglementation ? En fait, pour moi, le salaire, ça a toujours été, tu dois finir le mois et tu le touches à la fin du mois ou le début du mois d'après. Exact. Et en fait, j'ai découvert avec Rosalie que pas du tout. En fait, il y avait des lois. Et en gros, tu vois, cette loi, je la connaissais pas du tout. Qu'en gros, tu peux demander ton salaire à partir du 15 du mois, c'est ça ou pas du tout en fait, parce que tu n'as pas le droit de demander par exemple, le 2 du mois, les 2 premiers jours. Si, en fait, dans la loi, tu peux. C'est juste qu'en fait, il fallait le cadrer par les entreprises. Donc, la loi dit, l'article, en tout cas, dit que n'importe qui peut demander, n'importe quel salarié peut demander un acompte sur son salaire gagné à son entreprise
par exemple, le 15 du mois pour 50% de son salaire. Et le texte de loi dit ça. Exactement. Et le problème, c'est quoi ? C'est que les entreprises, oui, ça pose un problème de gérer en fait chaque demande au cas par cas, dans des différents moments en fait dans le mois, parce que c'est géré encore manuellement par les entreprises, les plus petites jusqu'à en fait du CAC 40. Donc il fallait le cadrer. Donc chaque entreprise le cadre de manière différente, mais la majorité le cadre en une seule fois par mois à une telle date, qui est en général le 15 du mois, autour du 15, parfois le 20, parfois le 10. Voilà, enfin, mettre le plus de contraintes possible pour que les salariés le demandent en fait le moins possible. Oui, mais justement, mais pourquoi il y a ce besoin de cadrer ? Si c'est une loi en fait, c'est-à-dire que c'est un droit du salarié. Donc en quoi en fait ça change quelque chose de le cadrer si en fait c'est le droit du salarié ? En gros, si le salarié vient par exemple le 3 du mois et dit je veux mes 3 premiers jours, merci. Même s'il y a un problème de cadrage dont tu parles, ça change rien, tu as le droit de le demander, non ? Absolument, tu as le droit de le demander, mais tu vas attendre quand même peut-être 10 jours à 15 jours pour avoir fait ton argent, parce que là l'entreprise du coup elle est en défaut par rapport à la loi. Oui, l'entreprise elle s'est dit moi je peux pas en fait m'amuser à gérer chaque demande, et donc je mets une règle à tous mes salariés internes qui est ne demandez pas avant telle date, ou vous avez le droit de demander que jusqu'au 10 du mois, et que je traiterai de toutes les façons toutes les demandes, toutes en même temps, le même jour, telle date. Et donc, malheureusement, cette loi qui est là pour justement pallier à ce problème de trésorerie des gens versus fonds de roulement des entreprises, par rapport en fait aux autres pays qui sont passés déjà au salaire à la semaine ou à la quinzaine, malheureusement, l'application de cette loi et de cette règle ne correspond pas du tout, n'apporte pas en fait de solutions concrètes aux gens par rapport à leurs urgences. Et c'est ce qui du coup mène les gens malheureusement à recourir systématiquement au découvert bancaire, les prêts à la consommation. On parle quand même d'un Français sur 4 qui est dans le découvert bancaire chaque mois. Vous voyez ? C'est énorme. C'est énormissime, c'est plusieurs quand même dizaines de millions de gens. Et si tu ajoutes les crédits à la consommation, etc., ça se trouve, tu arrives à 2 Français sur 4 ? Énormément. Et ça, sans parler en fait des agios qu'on paye. Les Français payent 7 milliards d'agios par an, 20 milliards de taux d'intérêt sur des microcrédits par an. C'est énormissime. C'est énorme. Bien sûr, c'est juste qu'on le sait pas. En termes de pouvoir d'achat, si c'est entre 20 et 30 milliards, tu les remets en pouvoir d'achat aux Français. Exact. C'est énorme, quoi, en fait. Exactement. Je me demande c'est combien par... faudrait calculer. Mais en gros, tu rajoutes peut-être 100 € par Français. Minimum. En fait, les gens payent à autour de 250 € de découvert par an. Voilà, c'est quand même énorme pour des gens qui sont payés au SMIC, et que 250 €, c'est un pouvoir d'achat très important en fait pour eux. Et c'est ça en fait que je trouvais dingue en fait quand j'ai vu justement ce concept-là. Je me suis dit, en réalité et techniquement, si on regarde en Europe, en fait, les gens travaillent tout en donnant presque un crédit à taux gratuit tous les jours à leur employeur, en fait, pendant 30 jours en fait. C'est ça. En fait, les salariés prêtent à leur entreprise leur salaire, c'est un crédit sans taux d'intérêt. Exactement, sans taux d'intérêt, et en même temps dans le mois, quand tu tombes dans le rouge parce que tu as une facture, un besoin en fait à payer, tu passes par la case banque, tu prends en fait de l'argent, tu payes des agios là-dessus, tu attends ton salaire à la fin du mois pour rembourser en fait ce que tu as pris de la banque, et en plus de ça, payer en fait des frais là-dessus qui piétinent sur ton pouvoir d'achat du mois d'après. C'est dinguissime. Et donc techniquement, techniquement c'est très injuste. On est d'accord. C'est complètement injuste. Ouais. Mais en fait le truc c'est que moi je connaissais pas la loi par exemple, tu vois. Franchement moi aussi je l'ai découvert mais avec un hasard total. Parce qu'en fait en lisant justement ce deck, en découvrant le EWA qui est quand même un marché encore été très immature aux États-Unis, donc ça commençait en fait à arriver. Je trouvais ça très intéressant de l'importer pour la première fois en Europe. Donc c'était quand même un grand challenge. Et en regardant les lois, et à l'époque il n'y avait pas de ChatGPT, donc je peux t'assurer qu'aller chercher en fait une loi dans la loi de travail qui est quand même très complexe en fait ici en France, et tomber dessus, franchement je suis tombée de haut. J'ai même appelé un avocat en me disant est-ce que ce que j'ai compris de cette loi-là est vrai ? Il dit oui, complètement. Et donc, je prends mon téléphone, j'appelle énormément en fait de DRH, d'entreprises, pour savoir comment s'est appliquée cette loi. Et c'est là où je découvre que oui, c'est une loi que les RH connaissent, sauf que puisqu'ils ne communiquent pas là-dessus, ou ils évitent en fait de communiquer là-dessus dans l'entreprise, il y a beaucoup de salariés français qui ne connaissent pas ce droit-là. Donc, il faut savoir que la majorité des Français, en tout cas à l'époque, quand je voulais lancer ça en 2020, ne connaissaient absolument pas qu'ils avaient le droit à un acompte sur salaire. Après, ils n'osent peut-être pas aussi d'un point de vue réputationnel, parce que si tu es, par exemple, une entreprise de 100 salariés, tu es le seul à dire « moi, je veux un acompte tous les mois », en fait, tu sais, tu peux être un peu vu comme le chieur dans la boîte. Et du coup, peut-être qu'ils osent peut-être pas non plus, ceux qui le savent. Exactement. Donc, on a fait des sondages et on a découvert que même, en fait, 70% des gens
qui savaient en fait que cette loi existait, qu'ils avaient le droit, n'osaient pas le faire par gêne de venir toquer la porte de leur RH ou leur employeur pour demander de l'argent. Et donc en fait, tout le problème, c'est le process, c'est pas le concept. Le concept de l'acompte est très sain, très clair. C'est une alternative claire, plus éthique, plus responsable, gratuite, à ce qu'on peut trouver comme autre alternative pour pallier justement à ces dépenses, en fait, ces dépenses urgentes ou imprévues en fait, dans le mois. Mais l'application malheureusement de cette loi-là et le process mis en place par les entreprises ne correspond pas à ça, ou en tout cas ne permet pas aux gens de le faire de manière saine pour remplacer en tout cas les découverts bancaires et autres. Parce que les alternatives, c'est quoi? C'est te mettre à découvert, il n'y a pas beaucoup, faire un crédit à la consommation, c'est tout. Ou faire un crédit même tout court. C'est crédit, tout, c'est tout. Malheureusement, tu t'endettes, mais en fait, tu vas payer des intérêts, alors que tu as une trésorerie disponible auquel tu as le droit, qui est sur les comptes de l'entreprise, mais que tu récupères pas. Et c'est fou, ça représente plusieurs... Donc entre 20 et 30 milliards, tu disais, si on cumule les agios. Oui. Et les crédits à la consommation. Et en fait, si tu rajoutes même les crédits, d'autres types de crédits, il doit y en avoir. Là, je parlais de microcrédits, justement, qu'on peut trouver pour la consommation. Tu as des solutions de microcrédits maintenant, Exactement, c'est ça, en fait, les 20 milliards, c'est pas pour le prêt, en fait, je sais pas, immobilier ou le prêt... je parle de 20 milliards que des microcrédits et des crédits, en fait, perso qu'on prend pour justement pallier à ces problèmes de consommation. C'est énormissime. Mais c'est vraiment touchy parce que vu que le salaire, en fait, il appartient aux salariés dès le premier du mois, mais qu'il ne le perçoit pas, oui. Ça serait bizarre aussi qu'il y ait des intérêts dessus parce que du coup, ça augmenterait son salaire. Et j'ai un autre cas aussi, c'est que si l'entreprise... En fait, si tous les salariés de l'entreprise demandent dès le 5 du mois leur salaire, peut-être que par rapport au fonds de roulement de l'entreprise, tu vois, elle pourrait peut-être même pas payer. Elle a besoin d'encaisser des clients avant de payer. Alors, tu vois. Très important d'expliquer. C'est vrai que depuis le début, j'ai oublié d'expliquer c'est quoi Rosalie, en fait. C'est quoi la solution et qu'est-ce qu'on fait. En fait, c'est pas ça. La compte sur salaire, c'est te donner ce que tu as travaillé. Donc en fait, Rosalie, en gros, c'est une super app simple que les salariés peuvent télécharger sur leur smartphone. C'est une application mobile sur laquelle ils voient afficher leur salaire gagné en temps réel. Ça, c'est déjà une énorme innovation. Ça, c'est trop bien, ça. Exactement. C'est-à-dire, le 2 du mois, je vois ce que j'ai gagné sur 2 jours de travail depuis le début du mois. Le 5 du mois, je vois 5 jours de travail. Le 10 du mois, je vois 10 jours de travail. Tu peux rafraîchir à la minute et tout, ou pas? À quel point vous êtes allé loin? Oui, parce qu'en fait, c'est synchronisé. Je rafraîchis sur ma page et au bout d'une minute, je vois que j'ai gagné... Oui, c'est synchronisé en fait en temps réel avec le logiciel de paye. Donc, en fait, on voit tout ce qu'il y est marqué sur le logiciel de paye et en termes d'absence ou autre. Donc, si tu t'es absenté en fait ce jour-ci, c'est normal que tu as gagné tant de jours moins ton absence. Donc, vraiment, on te calcule en temps réel et on t'affiche en temps réel combien tu as gagné, net d'impôts, bien sûr, parce qu'on prend en compte aussi tout ce que tu vas payer en prélèvement à la source à la fin du mois, toutes tes charges, etc. Tout ça, c'est un calcul que Rosalie fait en temps réel, totalement différent de ce que font en fait aujourd'hui les entreprises qui attendent la fin du mois pour faire un calcul énorme en fait de ta paye et que tu lis en fait sur un bout de papier que personne n'arrive à lire aujourd'hui, qui est la fiche de paye très 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 complexe en fait à lire. Ouais. Donc là, on t'affiche un montant énormissime sur un écran. Ça me fait penser à Uber, et t'en parlais dans un média. Tu disais que depuis que les chauffeurs VTC voyaient en temps réel combien ils gagnaient, ça avait boosté leur productivité. Est-ce que tu penses que ça pourrait être la même chose dans une entreprise? Par exemple, le fait de voir combien tu gagnes au jour le jour, même à la minute, ça peut te booster au jour le jour parce que tu es content de voir combien tu gagnes. On le voit aujourd'hui, on a plus de 100 000 utilisateurs par mois sur l'application. On le voit, on a des datas en fait, de dingue qui montrent vraiment qu'on rétablit enfin la relation entre temps travaillé et argent gagné. Ce qui est complètement un concept pas connu en Europe, malheureusement, mais qui est très 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 utilisé partout dans les pays anglo-saxons et surtout aux États-Unis. Et ça change complètement la motivation des gens. On parle d'absentéisme, de turnover, de manque d'engagement en Europe. Juste tentez ça et vous allez voir, nous, on a vu énormément l'impact de Rosalie sur en fait, la baisse d'absentéisme parce que les gens en fait, voient que s'est absenté aujourd'hui, il a vu que son solde en fait, a manqué de 90 €. Il s'est dit, ma journée, ça a coûté 90 €. Ah, mais c'est énormissime. C'est une gamification en fait. Tu te connectes sur l'app. En fait, on est des êtres humains, tu vois, on a envie de voir... Exactement. Et donc, alors que c'est pas une voir même feature. Visuellement, quoi, de voir combien tu gagnes. Alors que là, aujourd'hui, le salaire, c'est une fois par mois à la fin du mois, on t'envoie ta fiche de paie, qui est ultra complexe, ça faut le dire aussi, exactement. Et on te dit voilà combien tu as gagné. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que tu as un rapport à ton temps passé versus ce que tu vas gagner. Il y a une distance qui se crée du coup en fait. Bien sûr, parce que tu te dis je suis payé tant à peu près par mois, plus ou moins.
Mais du coup, tu vois pas en fait l'impact sur une journée de travail ou de non-travail, une mission en plus, combien ça t'apporterait, une mission de moins. Et là, avec Rosalie, tu peux demander avec l'app justement. Est-ce que tu résous ce problème de demander en gros, je sais pas, toutes les heures, tu pourrais demander tout ton salaire ou non, vous en êtes pas à ce point-là? Absolument, si, vraiment, c'est ce que j'allais venir ça le serait dire. toutes les heures, tu demandes pour. Tu peux demander autant de fois que tu veux, c'est illimité. En fait, l'idée, c'est vraiment t'afficher ton solde gagné en temps réel. Je trouve ça trop bien. De pouvoir streamer en live le montant que tu veux sur ton compte bancaire en 2 secondes. Mais vraiment, c'est ton droit, quoi. C'est ton droit. Mais pour la trésorerie des entreprises, comment ça se passe? Parce que si tous les salariés font ça oui. et demandent à l'heure tout leur salaire, est-ce que ça fait pas trop mal à la trésorerie dans des entreprises où ils avaient avant 30 jours de décalage? Exact, D'ailleurs, qu'ils pouvaient placer, cette trésorerie pouvait la placer à des taux d'intérêt. Absolument. Et c'est une autre problématique qu'on a vue, qu'on a très vite en fait apportée avec Rosalie. Donc, Rosalie, c'est une HR Tech et FinTech en même temps. Donc d'un côté, on apporte un produit de dingue. C'est marrant, ça je connaissais pas non plus. HR Tech et FinTech. En fait, on est vraiment les deux. Donc HR Tech dans la manière ce qu'on vend, le produit, on vend en fait à des DRH d'entreprises. Rosalie comme vraiment une super app, un super bénéfice justement salarial à apporter aux salariés pour améliorer leur santé financière, leur éducation financière, leur well-being ou leur bien-être financier. Et de l'autre côté, justement, on est une FinTech derrière parce que c'est nous qui finançons la trésorerie des acomptes et pas les entreprises, pour justement ne pas toucher au BFR de l'entreprise. Donc, on apporte ces 2 avantages en fait à l'entreprise, lui dire voilà une solution concrète pour apporter du pouvoir d'achat à tes salariés sans augmenter forcément ta masse salariale, ce qui est la problématique numéro 1 de tous les employeurs aujourd'hui en France et en Europe. Et de l'autre côté, justement, on ne touche pas à ton BFR, on ne touche pas à tes process actuels de paye, tu n'as rien à faire, c'est plug and play. Tu n'as juste qu'à signer ce contrat, nous permettre d'accéder à ton logiciel de paye et dès le lendemain, annoncer ça à tes salariés. Et les salariés, en fait, téléchargent notre application sur leur smartphone et gèrent eux-mêmes et s'émancipent financièrement. C'est très important pour nous de donner cette liberté en fait aux salariés, d'accéder lui-même librement en fait à son salaire et de le gérer comme il le souhaite dans le mois. Les seuls caps en fait qu'on apporte, c'est tu peux pas demander plus que ce que tu as gagné. Donc le 5 du mois, tu vas pas demander 30 jours de travail alors que tu as travaillé que 5 jours. Ce serait pas mal ça, vous le développez la fonctionnalité, en vrai vous pourriez. Ça c'est une avance sur salaire, mais on est sur l'acompte sur salaire. Voilà, on même veut non, pas faire vraiment des espèces de crédit en avance ou avec des ça taux. c'est vraiment beaucoup plus tard, peut-être un jour. Mais là déjà on apporte ça. Et de l'autre côté, en fait, je me suis perdue complètement dans mes réflexions. Mais en tout cas, ouais, voilà, l'idée c'est complètement apporter cette liberté pour justement permettre aux gens de demander un acompte par mois, 2 acomptes, 10 acomptes. Ce qu'ils veulent, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Même le week-end, même en jour férié. Jour férié, week-end, c'est toute la différence par rapport au process de l'acompte aujourd'hui. T'avais oublié qu'il y avait l'anniversaire de ton cousin. Et au final, tu n'as pas d'argent sur ton compte, il faut absolument que tu lui fasses un cadeau. Tu peux demander avec Rosalie ton avance. Si tu es le 15 du mois, tu as largement de quoi demander. Là, en fait, les gens vont préparer les cadeaux de Noël. Est-ce que les gens font les courses des cadeaux de Noël en fait, un jour normal de la semaine? Non, c'est les jours fériés, c'est le week-end, et tu peux le faire. Surtout que ton salaire de décembre, tu l'as à la fin du mois de décembre, donc après Noël en réalité. Tout à fait. Enfin, acheter des billets de train pour les vacances avec tes enfants ou ta famille, comment tu fais en fait pour avancer cet argent-là, à part prendre justement de ton découvert bancaire ou qui est un découvert quand même limité parce que le découvert bancaire est relié en fait à ton salaire, donc c'est très très limité, ça apporte pas en fait non plus beaucoup, ou en fait un prêt à la consommation, donc s'endetter, donc oui, ou une urgence, je sais pas, je dois tout de suite emmener mon chien vétérinaire, il a un problème à 4h du matin ou à 2h du matin et je dois avancer cet argent-là. Je dois aller, je ne sais pas, tout de suite chez un médecin spécialiste, avancer de l'argent. En fait, les gens pensent en fait qu'on est... la France, c'est un pays où en fait la santé est prise en charge, mais c'est pas vrai. Le tiers payant, c'est que la moitié des Français qui l'ont, et le tiers payant, c'est pas une carte bancaire. Donc tu arrives quand même devant le médecin, le médecin va passer ta carte vitale, il va te demander quand même 100 € de consultation. Donc même d'un point de vue médical. Mais bien sûr, les gens n'ont pas la trésorerie. Si t'as pas en fait 100 €, tu fais quoi en fait tout de suite pour payer le professionnel de santé? Tu vas faire du microcrédit. Tu as des sites où en gros en 1 heure ils te prêtent 500 € mais avec un taux énorme, parce que vu que c'est du microcrédit et que personne ne veut te prêter, ils te prennent un taux énorme. Ou j'annule mon rendez-vous. Il faut savoir qu'un Français sur 4 aujourd'hui annule son rendez-vous médical par souci de trésorerie dans le mois. Et ça, c'est énormissime. Donc nous, en fait, aujourd'hui, quand on a fait le sondage à nos utilisateurs, en quoi vous utilisez en fait la compte sur salaire, le top 3, c'est 1.
pour payer mes courses. Alors, numéro 1, les gens demandent de la compte sur salaire pour payer leurs courses chez Carrefour, chez Monoprix, pour manger. Bien sûr. Pour manger. Deuxième, pour payer l'essence de leur voiture pour aller au travail. Donc, un chauffeur, etc., il a quand même besoin d'avancer en fait, de l'argent la majorité du temps pour payer le plein de son essence pour en fait l'utiliser pour aller au travail. En fait, parce que tu es payé a posteriori de ton travail. Mais c'est marrant parce que non, mais c'est marrant que tu sois la seule à avoir vu ce truc. C'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi on est payé a posteriori d'un travail qui est exécuté. En vrai, c'est une vraie question. Et alors... logique, ouais. Mais attends, en fait, j'en profite parce qu'on ne fait pas que ça en fait chez Rosalie. Enfin, c'est très très important en fait de se dire oui, on est là pour en fait te permettre de retirer ton argent en fait quand tu veux pour payer justement tes dépenses urgentes, mais pas que ça en fait parce que tu peux le retirer en argent tout de suite sur ton compte bancaire, mais tu peux aussi en fait le dépenser tout de suite chez n'importe quel marchand. Parce que justement, ce que je viens de dire, c'est pour payer mes courses ou pour payer l'essence ou pour payer en fait un médecin tout de suite, le temps d'avoir en fait le remboursement de la mutuelle ou de ma sécurité sociale. En fait, on te permet directement d'acheter un bon d'achat remisé chez le marchand. Et donc, on te fait gagner du pouvoir d'achat tout de suite. Donc, au lieu de payer, je sais pas, tu as besoin de payer tout de suite 100 € chez Carrefour parce que tu es devant la caisse. Et au lieu de payer 100 €, tu sors en fait ton application Rosalie, tu prends Carrefour et au lieu de payer 100 €, tu vas payer que 90 € tout de suite et sans sortir de l'argent de ton compte bancaire parce que c'est un acompte sur salaire qui va être en fait ponctionné de ton salaire à la fin du mois. Et l'avantage pour tes partenaires, on reprend Carrefour, c'est que du coup, les clients de Rosalie, les gens qui utilisent Rosalie vont plus aller chez Carrefour que chez une autre marque parce qu'ils vont avoir des bons d'achat. Donc c'est gagnant-gagnant. Exactement. Donc c'est génial, ça tout le monde s'y retrouve. D'ailleurs, j'en profite pour passer un appel parce qu'on a énormément de demandes pour avoir des remises sur Action et Lidl. Ouais. Sinon, je suis passée devant Action il y a pas longtemps. Voilà, et c'est les seuls marchons qui donnent pas en fait de remise, ce qui est dommage parce que là on fait gagner ils n'ont pas déjà des systèmes de promo. Oui, mais quand même, tu vois Carrefour et autres en fait, nous Carrefour c'est de loin en fait celui qui est le plus demandé en bon d'achat sur notre application. On a un Monoprix, on a un Super U, etc. Et dommage qu'on n'a pas Action et Lidl. Ouais. Donc Action et Lidl, si vous m'entendez, il y a des millions de salariés qui sont prêts en fait à dépenser des centaines d'euros à chaque mois de courses chez vous si vous apportez en fait une remise. Plus Rosalie et Groupe, ils vont avoir intérêt à bosser avec toi en tout cas. Voilà. Je me demandais légalement, vu que c'est toi qui avances l'argent aux salariés, comment ça se passe? Parce que c'est une espèce de tuyauterie financière derrière tout ça, parce qu'il y a l'entreprise. Oui. Et comment un tierce, un prestataire de l'entreprise peut avancer l'argent à un salarié, tu vois? C'est un prêt quoi, enfin, c'est comment légalement tu vois? En fait légalement c'est un prêt à taux zéro? Légalement c'est comme si c'est un prêt du lending, mais du lending à l'entreprise, pas aux salariés. Donc même si en fait moi j'ai avancé l'argent vers ton compte bancaire, en fait je le fais au nom de l'entreprise, mais en réalité je lui ai avancé à l'entreprise de la trésorerie dans le mois que je lui prélève à la fin du mois. Donc celle qui me rembourse en réalité, absolument, sans intérêt. Et comment donc c'est gratuit pour le salarié. Voilà, c'est gratuit pour le salarié et l'entreprise me paye un abonnement fixe par mois par salarié ou par utilisateur seulement. Pas indexé, qui fixe en fait, donc comme pour payer le produit, pour payer en fait la prestation technique, pour payer un bénéfice salarial à apporter en fait à ses salariés pour améliorer sa marque employeur, l'engagement de ses salariés, etc. Et donc pas indexé du tout, ni au montant qu'on avance dans le mois, ni au nombre en tout cas d'acomptes qui sont avancés. Donc c'est absolument pas relié à ça. Et ça c'est très important. Ça coûte zéro pour l'entreprise aussi. Exactement. C'est pas un effort supplémentaire pour l'entreprise. C'est plus tu lui apportes une plateforme d'une certaine manière logistique. D'engagement. En fait, et aussi logistique digitalisée pour que tout puisse se faire facilement. Parce que la grosse galère d'avant, c'était tu vois, même pour les virements, etc., ça peut être super compliqué si tu as beaucoup de salariés. On économise du temps énorme en fait, pour les RH, les responsables de paye, etc., parce qu'on digitalise tout le process en fait, d'acompte qui est de plus en plus demandé. D'ailleurs, vous allez dans des boîtes où il y a beaucoup de cols bleus, donc la restauration, l'hôtellerie, la logistique, le transport, l'intérim. Il y a énormément de demandes d'acompte, jusqu'à 30-50% par mois. Et tout ça, c'est géré manuellement en fait, par les gestionnaires de paye. Donc, en fait, on leur permet de gagner déjà énormément de temps. On fait gagner parfois des milliers d'heures en fait, gagner RH par an en fait par entreprise, donc ça c'est important. Ça c'est une économie aussi, ça peut être un poste en moins potentiellement. Deuxième, simple, on avance l'argent et donc ça c'est du BFR en fait gagné pour n'importe quelle entreprise au lieu en fait de s'endetter auprès de la banque, comme un peu du factoring qu'elle fait en fait. Ça c'est assez fort d'avoir permis d'avoir l'argent gratuitement, voilà, exactement. Pour une entreprise c'est une belle offre. Voilà, et après on rentre dans les enjeux RH parce que c'est là où c'est très important, on apporte réellement de l'engagement du salarié, nous on calcule en temps réel le turnover de l'entreprise grâce à Rosalie. Donc en fait, on va comparer les utilisateurs de Rosalie au quotidien versus les non-utilisateurs de Rosalie dans la même entreprise. Et on montre à l'entreprise que les utilisateurs de Rosalie
restent minimum 2 fois plus dans l'entreprise que les non-utilisateurs. Oui, c'est pas une fois qu'ils sont habitués. S'ils vont dans une autre boîte et qu'il n'y a plus ça, c'est chiant. Bien sûr, les gens hésitent 2 fois avant de passer chez un employeur qui n'offre pas la même flexibilité de rémunération que l'autre. Et même maintenant, on voit une génération de salariés qui commence à l'imposer dès l'entretien, comme avant, quand on voyait des salariés qui demandaient à l'entreprise dans l'entretien quelle mutuelle, en fait, quelle mutuelle, en fait, tu peux avoir. Est-ce que tu as Rosalie, quoi. Donc ça, très important, on baisse en fait le turnover. Enfin, on travaille avec énormément d'entreprises comme le groupe Bertrand ou autres. Ce qui est bien, c'est que c'est win-win. Je trouve qu'il y a un aspect business, quoi. Ça sert les deux. Ça sert à la fois l'entreprise et le salarié, finalement. C'est très important en fait d'avoir cet équilibre-là, gagnant-gagnant. Sinon, ça n'aurait pas marché parce que les entreprises, si tu leur sinon, fais pas gagner quelque chose, elles ne paieraient pas pour le service. Donc, il fallait vraiment leur apporter un ROI très clair, très important, que ce soit sur des enjeux RH, sur vraiment baisse d'absentéisme, baisse de turnover, un meilleur engagement, meilleure productivité du salarié, meilleure justement marque employeur, attractivité. Donc les boîtes qui mettent en fait Rosalie à la demande, salaire à la demande par Rosalie sur leurs offres d'emploi, ce qui est le cas de nos clients, voient 18% minimum de candidatures en plus en fait sur ces offres d'emploi, en dupliquant en fait la même offre d'emploi avec ou sans en fait cette phrase-là, ce qui est dinguissime. Donc voilà, on rentre complètement en fait dans les budgets de recrutement, dans les budgets marketing, les budgets marque employeur en fait de l'entreprise, mais surtout gagnant pour le salarié aussi parce qu'on améliore vraiment sa santé financière, on lui apporte du pouvoir d'achat concret, très simple, avec des solutions transactionnelles tout de suite. J'ai de l'argent tout de suite, à tout moment, quand je le demande, et j'évite justement la case banque et la case endettement. Je m'éduque financièrement parce qu'il n'y a pas que ça en fait qu'on apporte. On a énormément de features sur l'application. On a un simulateur d'aide qu'on a développé avec l'intelligence artificielle qui te permet de voir en temps réel et personnalisé à ton profil toutes les aides régionales, nationales, locales qui te permettent de gagner jusqu'à 500 € justement de pouvoir d'achat en plus par mois, ce qui est dinguissime parce qu'il y a 10 milliards aujourd'hui non pourvus, éligibles en fait, qui ne sont pas demandés par les salariés juste parce qu'ils ne le savent pas. Et donc avec l'intelligence artificielle, on te permet vraiment de le voir de manière simple, vulgarisée, démocratisée, accessible. Vous avez les bons aussi avec les partenaires. Exactement, on a les bons d'achat qu'on vient de sortir. On a Radio Rosalie, donc sorte un mini podcast en fait qu'on a créé avec des vidéos chaque semaine sur des sujets d'argent, sujets d'endettement à consommer dans sa pause déj, pause café en 5 minutes maximum. Parce que l'idée justement c'est de correspondre à un format qui est consommable facilement par des cols bleus comme des cols blancs. On s'adresse beaucoup à des profils de gens en fait qui parfois sont complètement pas éduqués du tout financièrement, ne savent rien. Et donc il fallait vraiment qu'on reste très concret, très pédagogue, mais de manière accessible en fait. On a créé des parcours avec des assistantes sociales pour justement réimaginer en fait l'expérience que tu as quand tu as un rendez-vous avec une assistante sociale qui est malheureusement pas très demandée par les salariés parce que c'est très gênant et on pense en fait le faire que quand on est presque interdit bancaire. Donc on le fait en fait en manière prédictive et de manière accessible à tout moment, même à 2h du matin de ton propre canapé. Tu peux accéder en fait à un parcours personnalisé avec une assistante sociale pour justement savoir ce que tu vas faire parce que tu vas déménager de chez tes parents pour la première fois, pour accéder à un prêt immobilier pour la première fois, pour sortir d'une crise vraiment importante de dette en fait que tu as et que tu n'oses pas en fait en parler, parce que tu dois gérer une séparation dans le couple. Tout ça, tout ce qui est relié à l'argent qui est malheureusement encore très tabou en France et en Europe en général, en fait, on arrive à le concrétiser, à casser ce tabou petit à petit en t'apportant des solutions concrètes que tu peux utiliser de manière accessible, démocratisée, simple à tout moment. Est-ce que vous avez prévu d'aller sur le fait d'avancer de l'argent ? Alors là, c'est déjà incroyable, mais est-ce que vous auriez prévu demain, pour aller encore plus loin, en plus de la compte, d'avoir une avance sur salaire ? Oui. Parce que ça, ce serait vraiment le Graal. Clairement, absolu, en fait, quoi. on a énormément de banques très intéressées par justement apporter cette brique en plus de la compte, donc permettre aux gens d'accéder jusqu'à 50% de leur salaire ou leur salaire en acompte via Rosalie et compléter si on a besoin en fait d'un montant plus important avec une avance sur salaire ou un prêt justement à taux beaucoup plus accessible justement à ces gens-là. Mieux que les crédits à la conso. Exactement, mieux que ça parce que justement nous on a accès à la data de la paye qui justement permet de sécuriser et d'enlever
retrouver ce taux de risque en fait, qu'on peut retrouver quand on passe en fait, par une case qui va te scorer en fait, de manière différente et pas du tout inclusif malheureusement. C'est toute la problématique des banques et la problématique justement des boîtes de crédit, c'est qu'en fait on te score de manière archaïque et donc malheureusement on va refuser en général la majorité des gens qui ont en fait un revenu en fait bas et donc je trouve que c'est pas inclusif. Là où justement notre solution, elle inclut tout le monde. Nous, quand une entreprise signe, on a 0 scoring, c'est-à-dire on inclut tout le monde, justement du manutentionnaire jusqu'à le manager, en fait, peut demander tout de suite en fait, un acompte chez nous. Et donc, on va permettre en fait, de scorer beaucoup mieux qu'une banque ou autre et inclure en fait, beaucoup plus de monde parce qu'on a cette sécurité en tout cas de l'emploi ou ces data en tout cas de son salaire qui permet justement de sécuriser ce prêt-là. Comment elles scorent les banques et les organismes quand ils font un crédit de consommation? Ils se basent sur quoi? Sur tes dépenses en fait qu'ils voient, sur tes relevés bancaires, ce qui est énormissime. Donc si tu es rentré dans le rouge 2 fois dans le mois ou je sais pas 2 fois dans l'année, malheureusement tu as un score en moins qui s'ajoute et ça les gens ne le savent pas et donc c'est pour ça en fait que passer par Rosalie permet aux gens d'éviter le découvert et donc leur score automatiquement même chez une banque traditionnelle est mieux. Parce que du coup, tu as moins d'incidents justement de tomber dans le rouge, qui lui est celui qui est le critère numéro 1 pour justement te donner un prêt. Mais c'est marrant du coup parce qu'en fait, vu que tu es moins souvent à découvert, tu as plus aussi accès au crédit à la consommation du coup. Donc c'est génial, c'est un double gain. Exactement, en fait, c'est ce qu'on essaye d'expliquer en fait, aux gens, c'est qu'en fait, tout le but là, c'est remplacer le découvert bancaire. C'est vraiment, tu as une alternative plus souple, plus meilleure, plus simple, aussi accessible et aussi rapide. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens passent par la banque. Pourquoi? Parce que c'est simple, en fait, tu utilises sans savoir. Mais les gens, c'est ça le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Et ne savent pas combien ils payent. En fait, ils voient leur agio ponctionner en fait, après. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été maintenant réglementé. Et maintenant, les banques sont obligées par la loi d'envoyer au moins une lettre en fait, aux gens. Ils le font vraiment une fois par an, une lettre qui t'explique tous les frais que tu as payés, tellement les gens sont pas, en fait, ils connaissent pas, ils savent pas en fait, combien ils payent. C'est quoi les agios? Les agios, c'est les frais bancaires quand on utilise en fait, un découvert bancaire. Donc, que ce soit, tu as un découvert bancaire de 200 € et que tu as utilisé dedans 100 €, et quand tu l'as dépassé, tu payes encore plus en fait, de frais, clairement. Donc, dès que tu dépasses en fait, ce découvert bancaire-là, cette autorisation-là, tu vas payer presque 8 € par transaction, ce qui est énorme. Donc, même si tu achètes une baguette de pain avec ta carte bancaire de 2 €, tu payes 8 € en fait dessus. Donc en fait, 2 € de baguette égale 8 € en plus. Et pareil, si tu fais une transaction à 1000 €, ça sera 8 € aussi? Ouais, à peu près, mais tu payes en fait, t'as pas le droit en fait de dépasser de toute façon ton découvert. Tu vas dépasser ton découvert, en fait, ton autorisation de découvert peut-être de quelques dizaines d'euros, de quelques centaines d'euros. Ça dépend vraiment de la permissivité en tout cas de ta banque et ton profil en fait. Mais c'est quoi en général alors du coup les découverts autorisés par les banques en général? Je te parle quand tu es au SMIC ou à 2000 € par mois. La moyenne en France, entre le SMIC et 2000 € par mois, c'est quoi, 200 € de découvert? La moyenne en France, c'est 200 € de découvert. Okay. En fait, donc si tu fais 100 € de découvert, t'as pas d'agio? Non, si, bien sûr que tu as des agios, bien sûr. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que quand tu es dans l'autorisation de découvert, tu payes aussi, as des agios ou c'est sûr. Quand tu dépasses cette autorisation? Non, les deux. Okay, quand tu utilises mais tu as moins d'agios quand tu es dans l'autorisation? Oui, absolument. C'est juste ça, en fait. Agio, c'est un prêt. Arrêtons de croire que c'est un cadeau. C'est pas un cadeau, en fait. Donc, quand mais comme on dit autorisation de découvert, on se dit peut-être autorisation de découvert, c'est-à-dire que tu as le droit quand même si tu dépasses malheureusement et que tu as besoin d'une dépense, tu peux le faire, quoi. Donc, tu as le droit, en fait, de le faire et donc tu as le droit, en fait, de le faire, mais tu payes, bien sûr. Tu le payes pour chaque jour. Chaque jour, en fait, où tu es dans le rouge, tu payes en fait des agios et c'est un taux d'intérêt, un pourcentage en fait de ce que tu as pris, exactement comme en fait un prêt bancaire. T'as juste en fait tu payes encore plus si tu dépasses cette autorisation là. Donc tu peux la dépasser? Bien sûr, bien sûr. Donc si t'as même d'ailleurs les banques font exprès de te laisser la dépasser. Bien sûr, te laisser parce qu'en fait derrière tu vas payer énormément très cher. Mais si tu fais faillite personnelle, est-ce qu'ils peuvent pas se retrouver? Parce que les banques, on se dit en fait ils se gavent un peu avec les agios. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un autre effet contraire où parfois ils veulent trop prendre d'agios à quelqu'un,
sauf que la personne se retrouve en faillite personnelle et donc du coup, ils récupèrent jamais tous ces agios Bien sûr. et ils sont perdants. Donc du coup, est-ce que les banques sont gagnantes avec les agios à la fin ou pas ? Ils sont gagnantes, bien sûr, parce qu'il faut savoir que les découvertes, c'est presque 20 à 30% du chiffre d'affaires des banques. Donc je peux vous assurer que oui, c'est un énorme gain. Putain, je savais donc pas c'est énormissime. T'es sûr ? Je viens de dire 7 milliards d'agios payés en fait, par les Français par an, c'est énormissime. Tu vois, il faut vraiment le prendre comme ça. Et les 20 milliards de taux d'intérêt, c'est dinguissime. Donc bref, oui. Deuxième chose, oui, en fait, maintenant, surtout la France impose quand même des règles en fait aux banques, donc ils sont devenus beaucoup plus prudents par rapport en fait au profil. Donc quand tu as un profil justement très peu payé, moins le SMIC ou SMICAR, il faut savoir qu'en fait quand même 80% des Français, le salaire médian en France c'est 1 700 €, hein, donc c'est pas très loin du SMIC, hein. Soyons honnêtes, hein, Oui. c'est 80% de la population, c'est des cols bleus, donc voilà, soyons quand même très concrets dans la chose. Donc c'est pour ça que quand je parle de 200 € d'autorisation de découvert en moyenne en France, c'est ça, la vraie vie. En fait, il ne faut pas en fait, se dire nous, on est payé tant, moi j'ai une autorisation de découvert de 1 000 €, c'est normal. Non, c'est pas la normale. C'est quoi la stat dont tu parlais que, par rapport aux découverts t'as dit un quart des Français, je crois, sont à découvert chaque mois, non ? Absolument. Un Français sur 4 est découvert en fait chaque mois, ce qui est énormissime. Donc, et donc un Français de quel sur 4, montant on sait donc un Français sur 4 en fait ne sort pas du rouge toute l'année, quoi. C'est-à-dire que c'est du rouge au rouge. Donc en fait, il est dans le découvert, dans le mois, il reçoit son salaire pour payer justement son autorisation de découvert et les intérêts, et il rebascule en fait dans le rouge. Tu as une autre stat en fait où aujourd'hui, il reste moins de 100 € dans le compte bancaire des Français dès le 10 du mois. Donc quand on parle en fait de fin de mois difficile, soyez certains qu'on ne parle pas en fait du 20 au 30 du mois, hein. C'est à partir du 10 du mois que énormément de Français se retrouvent déjà en fait dans le rouge. À 100 € en fait ton compte bancaire dans le mois, comment tu vas vivre en fait jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça en fait c'est une vraie réalité. La gestion de trésorerie, avoir en fait de l'argent tout de suite, et encore pire quand on a une urgence dans le mois qui n'est pas prévue. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc oui, la compte sur salaire est une solution à ça. Et le permettre en fait de manière simple et flexible, sans toucher au process de BFR qui est basé sur 30 jours en Europe, est quand même une solution claire, simple et surtout inclusive en fait. Et puis c'est surtout un droit. Parce que là, ce dont on parle, c'est pas une avance, c'est vraiment tu touches le temps que tu as travaillé. Donc le 10 du mois, tu peux demander tes 10 premiers jours. Et en fait, comme ça, tu n'es jamais dans le rouge. Exactement, mais voilà, c'est un droit qu'on essaie quand même d'évangéliser, d'éduquer les entreprises là-dessus. C'est pas si simple que ça. Personne n'en parlait avant toi aussi. Mais voilà, c'est toute la problématique. En fait, donc, on parle de pouvoir d'achat tous les jours, on parle de vraiment cette problématique-là. On parle aussi de manque d'attractivité dans les entreprises, d'un turnover très important, de galères, surtout de secteurs en tension, parce qu'on parle beaucoup, nous, on s'adresse beaucoup aux entreprises à col bleu, hein, c'est-à-dire, d'ailleurs, notre secteur numéro 1, c'est la restauration, l'hôtellerie. Donc, c'est le secteur en tension en fait numéro 1 aujourd'hui en France. Et tout ça en vient avec une solution concrète qui améliore le pouvoir d'achat sans forcément augmenter la masse salariale de l'entreprise, parce que c'est toute l'équation problématique de ces dernières années. Sans toucher à la trésorerie de l'entreprise. Sans toucher à la trésorerie de l'entreprise. C'est toi qui avances et l'argent. on est obligé d'expliquer à l'entreprise que c'est pas un nice to have, tu vois, c'est un must have en fait à avoir, c'est obligatoire dans la loi, c'est quelque chose en fait qu'il faut qu'ils mettent en place. Et donc oui, on attend et on essaye en tout cas au maximum d'arriver à cette vague, ce turning point où ça devient clairement un truc banal, normal. D'ailleurs, ce turning point est déjà arrivé dans énormément de pays dans le monde avant nous. C'est normal, on est un peu en retard par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, États-Unis, c'est une norme là-bas ? C'est presque une norme maintenant. Allez, une boîte sur 10, une boîte sur 3 passe absolument par un concurrent à moi là-bas. Ok. C'est quoi la taille des boîtes là-bas pour se rendre compte de la taille du marché ? Par exemple, un concurrent à toi qui serait aux États-Unis, le Rosalie aux États-Unis, il fait combien de CA mon concurrent là-bas, DailyPay, il fait déjà 1 milliard de chiffre d'affaires. D'accord. En moins de 10 ans. Donc c'est une boîte qui valorise plus d'1 milliard, tu penses ? Ah oui, ils préparent leur IPO. Donc, d'accord. Non, mais c'est bien de savoir. Sur le marché européen, si on compare le marché européen au marché US,
En gros, donc sur le marché européen, tu as un potentiel de faire une nous, boîte. On a un potentiel vraiment que toutes les entreprises utilisent notre solution, parce que c'est une obligation à toutes les entreprises. Et même, on ambitionne en fait de toucher la fonction publique, parce que tous les jours sur notre site, on reçoit des demandes de professeurs, de gendarmes, de policiers qui demandent est-ce que je peux demander mon acompte chez vous ? On leur dit l'État peut parlez-en. utiliser Rosalie, en fait. Bien sûr, l'État. Donc, ils ne sont pas clients encore. Non. Si quelqu'un de l'État nous entend. S'il vous plaît. Voilà. Parce que tu vois, moi, par exemple, l'éducation nationale en Angleterre passe par un équivalent à moi en Angleterre. Toute l'armée en Angleterre passe par un équivalent à moi là-bas. Donc, oui. C'est la NHS, qui est l'équivalent de la sécurité sociale ici, avec des millions de soignants là-bas, passe par un équivalent de Rosalie, donc une application qui permet en fait aux salariés de demander leur acompte à tout moment. Et ça a changé leur vie depuis le Covid. Donc oui, absolument. Moi, je crois que le potentiel, c'est minimum 100 millions de salariés utilisateurs en Europe, en tout cas les 7 pays en tout cas, européens minimum. Ouais. Donc à 3 € par utilisateur, c'était le prix. Ça te ferait 300 millions d'ARR, donc tu serais clairement une des plus grosses boîtes. Alors, c'est 3 € par mois par salarié, pour tous les salariés de l'entreprise, qu'ils utilisent ou pas. Donc, ça, c'est très important. Donc, une boîte en fait de 100 salariés, elle paierait 300 € par mois, et une boîte de 1000 salariés paierait 3000 € par mois, etc. Quoi. Voilà. Et donc, vous êtes présent donc, en France, à l'international. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors? Vous avez combien de boîtes clientes? On a 350 entreprises clientes. Donc, on touche à C'est déjà tout. Bien, ça évangélise un peu le marché. On essaye vraiment. Franchement, la progression, quand je vois mes équivalents américains, on se dit, franchement, parfois, le marché européen, marché français est vraiment long. Après, on a eu 350 boîtes avec 10 000 salariés. Bien sûr. On a énormément en fait, de grands groupes. On a vraiment le groupe numéro 1 de restauration en France. On a presque aujourd'hui une centaine de Burger King en France qui utilisent en fait notre solution. On a des franchisés McDo, on a plein d'hôtelleries, d'hôtels, de franchisés d'accord. Ça te fait combien de salariés du coup là si je parle vraiment d'utilisateurs actifs sur notre application mensuelle, on est autour de 100 000 utilisateurs actifs par mois qui utilisent, qui demandent des acomptes en fait sur l'application chaque mois. Parce que tu peux être inactif sur la plateforme. Ah oui, tout à fait. Si tu n'utilises rien en fait sur l'application, tu n'es pas utilisateur. Ok. Alors du coup, une entreprise, tiens, pour entendre le détail, s'il y a une entreprise qui nous écoute, qui veut prendre Rosalie, si elle a 100 collaborateurs et qu'elle veut le mettre que pour 50 parce qu'elle se dit il y en a 50, ils s'en foutent, ils veulent pas. Enfin, tu vois ce qu'ils demandent aux collaborateurs s'ils veulent ou pas. Elle n'a pas le droit en fait, parce que si elle doit remplacer en fait cette réglementation de donner en fait à tout le monde la possibilité de faire une demande au moins d'un acompte sur salaire dans le mois et d'éviter de faire en fait 2 process manuels et automatisés sur Rosalie, elle est obligée de l'offrir à tout le monde. Donc c'est une obligation légale de l'offrir à tout le monde. Des gens qui en veulent pas, ils vont quand même payer pour les 100. En fait, il faut savoir que l'utilisation sur Rosalie, il n'y a pas que l'acompte sur salaire. On a dit en fait, on ne s'adresse pas qu'aux gens en fait qui font de l'acompte. Donc avec les bons d'achat par exemple aujourd'hui qu'on a lancé, en fait même un manager qui n'a pas besoin du tout d'acompte sur salaire est intéressé par prendre justement payer 20% en moins chez Apple ou chez je ne sais pas Adidas. Vous avez déjà avec des salles de sport ou des choses comme ça? On a de tout en fait. Okay. Franchement, on a de la billetterie, on a des marchands, pour les salles de sport, sûr, complètement. Et donc ça peut s'adresser à tout le monde en fait maintenant. Avec ça, l'idée justement c'est vraiment être le levier et la référence de pouvoir d'achat en France et en Europe, avec justement des features très très différentes. Donc si tu n'es pas concerné par l'acompte sur salaire parce que tu es toujours positif sur ton compte bancaire, tu n'as pas besoin de demander un acompte, mais tu seras content de faire ta simulation d'aide pour découvrir que tu as le droit à 200 € de plus par mois, ou justement demander ou passer en fait par une assistante sociale pour justement poser ta question parce que tu passes par une séparation ton couple et donc tu ne sais pas du tout comment gérer tes finances pendant cette période-là, ou tu serais content de prendre un bon d'achat pour gagner un peu plus sur un achat que tu dois faire dans le mois. Donc voilà, on a une sorte de one-stop shop, une super app qui s'adresserait en fait à tous les salariés selon leurs besoins un instant T, selon leur situation financière qui est très différente d'un profil à l'autre. Une femme qui a charge 2 enfants et solo maman, elle a clairement une situation financière totalement différente
demande d'un célibataire jeune qui vit chez ses parents et qui cherche justement à acquérir son premier appartement ou à louer, etc. Donc chacun a des besoins différents et l'idée justement c'est de proposer le maximum de features qui correspondent à chacun. Et donc personnalisé. Dans le mois, clairement, on a une adoption de plus de 90% des salariés dans l'entreprise parce que automatiquement chaque salarié peut trouver quelque chose en fait qui correspond à sa situation à ce moment-là. En fait, tu pars de la possibilité de demander son salaire, on va dire en temps réel, mais ton projet est plus global, c'est améliorer le pouvoir d'achat. Exactement. Et l'éducation financière salariés des salariés. L'entreprise. Exactement, et apporter vraiment un bien-être financier. Tu as commencé clair. sur ça, mais en fait, après, ton but avec Rosalie, c'est d'offrir plein de choses, des meilleurs crédits avec des meilleurs taux, avec des partenaires avec des banques. Exactement. Tout à fait. D'améliorer ton pouvoir d'achat, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on est distribué pas que en fait, directement aux entreprises. On est distribué par tous les boîtes de bénéfices que vous connaissez. Donc, les Plexi, Up, donc les boîtes en fait, qui vendent du ticket resto, ticket gym, etc. Et donc, en fait, on est une verticale justement de bénéfices financiers, de santé financière qui justement ils vendent à côté et donc qui est complètement complémentaire en fait à ça. On est distribué par BNP Paribas, donc la banque qui distribue justement Rosalie à ces entreprises pour leur apporter justement une vraie solution à impact social parce qu'en fait Rosalie répond au S du RSE en fait, et ça même dans le bilan d'impact social et RSE en fait des entreprises, ça apporte des points en fait pour les entreprises. Donc ça apporte des points d'utiliser Rosalie pour la note RSE. Exactement, donc, tout à fait. Donc on est B Corp, on est une entreprise à mission et donc clairement on apporte un vrai. Aussi, on apporte vraiment une vraie solution à mission. Elle est dure cette certification à avoir. Tout à fait. On a galéré on galère d'ailleurs pour la renouveler là en ce moment parce que c'est quand même des standards très américains encore qu'ils essayent en fait d'ajuster aux normes européennes. Clairement, et Dieu sait qu'en ce moment on fait vraiment une sorte de recul sur ce sujet. C'est simple le Bicorp avec la France quand tu vois toutes les lois, comment elles évoluent, les gouvernements qui sautent et tout. Toi, en tant qu'entreprise, comment tu t'ajustes? Parce que je sais pas, les gouvernements ils changent tout le temps. Clairement, ça parle même pas aux entreprises. Nous, quand on dit Bicorp, il y a beaucoup de RH qui nous disent c'est quoi Bicorp, et donc ils comprennent plus entreprise à mission, le label en tout cas français, entreprise à mission que Bicorp. Donc Bicorp, je pense que c'est encore plus international et plus anglo-saxon que ce qu'on pense. Mais voilà, j'espère que ça va s'évangéliser de plus en plus, quoi. Mais oui, l'idée de Rosalie, c'est en fait presque devenir la banque sociale des employés demain, apporter vraiment une vraie solution concrète du pouvoir d'achat pour les gens et devenir cette référence complémentaire à ce qu'on peut trouver justement en produits financiers. Et clairement, on peut avec le payroll, parce que c'est ça notre asset technologique, c'est qu'on est les seuls à accéder à cette data de paye qui n'est pas du tout exploitée aujourd'hui pour créer justement des produits financiers beaucoup plus performants, plus rapides et surtout moins chers et plus personnalisés que ce qu'on peut trouver chez les banques ou chez les autres acteurs, en tout cas, qui apportent des produits financiers à un business model différent. Tu t'es fait beaucoup de concurrents avec Rosalie dans le sens où toutes les boîtes de microcrédit, je trouve que tu viens un petit peu les embêter parce qu'eux, ils te prêtaient les sommes que toi, tu avances avec Rosalie avec des gros taux d'intérêt. Enfin, c'est leur business model. Les banques qui servent sur les agios et les organismes de crédit consommation, enfin, tu viens un peu embêter des gens qui surfent quand même sur un pain que tu viens régler avec Rosalie. Est-ce que tu as eu des petites concurrences par rapport à ça? C'est ce qu'on aurait pu penser au début, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, tous ils ont compris qu'on est très complémentaires, qu'on apporte une couche que eux ils n'ont pas, et que en fait on peut complètement servir les gens en différentes étapes de leur vie. Donc c'est ce que je dis. En fait, je suis complètement partenaire avec une banque aujourd'hui. Donc BNP Paribas distribue fièrement Rosalie à ses entreprises parce qu'elle comprend complètement l'importance de surfer sur l'éducation financière, sur l'impact social et proposer en fait quelque chose qui répond aux besoins de ces cols bleus que elle peut pas forcément apporter avec les prêts à la consommation. Les boîtes de prêts à la consommation nous sollicitent aujourd'hui pour apporter justement un service complémentaire ensuite en fait aux salariés qui justement se retrouvent capés à un montant particulier avec leur salaire et qui ont besoin d'un montant plus important pour avoir une avance sur salaire. Et donc ils passent par le prêt à la consommation. Exactement. Tu as le scoring, donc ils peuvent en prêter plus. Exactement. Donc en fait, il y a clairement des partenariats complémentaires entre nous tous. Donc nous, avec Rosalie, l'idée justement, c'est être distribué par tous ces acteurs plutôt
que justement être en confrontal ou en concurrence avec ces gens-là. Notre rêve demain, c'est plutôt être racheté clairement par une banque ou par une boîte de bénéfices qui voit l'intérêt de distribuer de manière gratuite et offerte à toutes les entreprises qu'elle a. Parce qu'en fait, c'est ce que je crois. Moi, je crois vraiment qu'il faut offrir notre solution gratuitement aux salariés et à l'entreprise. Il y aurait certainement un ROI clairement différent qu'elle pourrait avoir en fait la banque en offrant ça en fait demain pour fidéliser mieux en tout cas ses clients, entreprises et salariés plutôt que justement le faire payer. Moi je rêve en fait de ne pas avoir clairement faire payer les entreprises ma solution et comme ça soit évangélisé et distribué en large à toutes les entreprises en no-brainer sans passer par tous ces process en fait de sales commerciaux qu'on doit faire à chaque fois pour vendre boîte par boîte et faire bénéficier directement la solution à des centaines de millions de salariés en Europe. C'est ça mon rêve. Comment ça s'est passé le démarrage de Rosalie dans le sens où tu es arrivée avec ton projet, je veux aider le pouvoir d'achat des Français toute seule. Je sais que tu as levé des fonds. Oui. Est-ce que tu as essuyé des refus? Moi, j'ai reçu Paul Lay ici qui a créé Frischti. C'est un pote et c'est un entrepreneur très alors, le titre de l'épisode, c'est 121 fonds refusés d'investir chez Lucas. C'est pas rien, 121. Ah, j'ai eu. Je pense qu'il a fait le tour. Je pense que j'ai calculé parce qu'on en a parlé une fois à un dîner et je lui ai dit, putain, il faut que je calcule parce que j'ai un Excel sheet. Est-ce que tu l'as battu? Il est dur à battre avec ses 121 quand même. Ça dépend en fait. En cumulé sur plusieurs, clairement, je le bats. Mais sur la première levée, de Rosalie, oui, en fait, je pense que j'en ai vu 80 fonds pour avoir justement donc j'ai essuyé énormément de refus et j'ai sur les 80 t'as eu combien de refus, genre 79 en fait oui, la majorité en fait, parce qu'il suffit d'avoir un à la fin pour arrêter en fait d'en chercher et après t'as tous les fonds qui viennent vers toi qui veulent, c'est hallucinant et pourtant franchement pourtant en fait c'est dingue parce que je pensais que j'aurais beaucoup plus de facilité parce que j'ai déjà exit une boîte, parce que je suis serial entrepreneur, etc. Et après solo founder. Solo founder, femme, qui est encore, c'est pas un sujet, malheureusement, que on va pas rentrer dedans, mais il y a des études, clairement, c'est un gros problème. Non, mais des femmes dans la tech, je crois qu'on levait des fonds, faudrait regarder, mais il y a des études qui sont sorties. 1% des fonds levés dans le monde par les femmes. Aussi. 1%, les gars, on s'arrête là, c'est vraiment, c'est rikiki, quoi. Plutôt avec ton parcours aussi, qui vient de Tunisie, etc., je t'ai dit, toi, t'es hors stat. Franchement, immigré, tout, quoi. Solo founder, femme, c'est no. Donc, en fait, je parle même pas des refus que j'ai eu sur ma première boîte. Ça parce t'a que ça, c'est encore plus épuisé ça ou pas au bout d'un moment? Mais ça épuise en fait. C'est un chemin du combattant, quoi, le parcours. C'est vraiment, vraiment compliqué. J'ai fait plusieurs levées sur la première. Je n'ai fait 2 sur Rosalie. Et franchement, la deuxième, je me suis dit, ça ira beaucoup plus facilement. Je connais tous les VC de la Terre. On se connaît, on est des potes, etc. Et donc, je suis allée directement faire les VC français en premier, en se disant, on se connaît, je les connais tous. Bien sûr, par amour pour la France, parce que j'adore la France, c'est le pays qui m'a accueilli, qui m'a payé mes études. Je suis naturalisée française, qui m'a même offert ma nationalité ici. Donc c'est dinguissime, tu vois. J'ai choisi la France par choix de cœur. Sinon, franchement, rationnellement, je serais allée directement aux États-Unis parce que c'est le marché en fait le plus concret, le plus mature, le plus gros, où il y a vraiment beaucoup plus d'argent. Clairement, par choix rationnel, n'importe quel entrepreneur irait franchement aux États-Unis. Et donc par attachement en fait à la France, je me suis dit mais non, je vais venir ici et je vais lever de l'argent avec bien sûr les VC français que je connais. Mais mon Dieu! Mais j'ai essuyé des refus de dingue. Pourquoi? Parce que ils n'ont jamais entendu parler de ce concept, parce que c'est très innovant pour eux, parce que tu découvres de plus en plus, malheureusement, que les fonds français, c'est des gens très risque-averses, ce qui est complètement contradictoire avec le mot VC et le mot investisseur qui doit prendre des risques, et que clairement... Ça dépend lesquels. J'en connais quelques-uns qui sont un peu à l'américaine. Le dernier épisode que j'ai sorti, c'est avec Pierre Entremont de First. Mais ça parce qu'en fait, oui, moi, je parle. Ça, c'est des VC vraiment jeunes, clairement, qui sont venus enfin bouger les codes, etc. Mais la majorité des VC en fait traditionnels français, malheureusement, on est encore dedans. Et ça, c'était dégueulasse. On parle de 2020. Bien sûr, les choses ont changé en 2021-22 et changent maintenant clairement. Mais honnêtement, j'ai halluciné. Mais j'ai eu en fait des refus juste parce qu'ils connaissent pas ce concept
Et donc, ils avaient très peur de prendre en fait des risques énorme en fait avec moi et pourtant normalement tu mises sur le fondateur et tu mises vraiment sur une innovation. Et ton astuce c'est continuer en fait ce que j'ai fait franchement tu veux partager à quelqu'un qui galère, une femme qui veut se lancer, faut pas lâcher. Je pense que 80 quand même j'ai vu tous les VC français avant de me dire bon ok en fait clairement laisse tomber, ils comprennent pas le marché, ils comprennent pas en fait l'innovation, ils comprennent pas en fait ce marché-là, ils veulent pas prendre des risques, donc je vais aller directement et j'ai changé complètement. J'ai changé mon pitch, j'ai changé ma target list et je suis allée toquer la porte de VC américains. C'est énorme, je savais pas ça. T'as pas levé avec des Français non, même au premier tour j'ai levé qu'avec des VC américains. Même au premier tour. Oui, en fait, j'ai fait en fait un pré-seed avec des business angels. En fait, il y en a de tout, français, européens, t'as levé combien à ce moment-là américains. 1,5 million en BSAR. 1,5 million, t'étais toute seule Absolument. Et ça, du coup, ça c'était avec des business angels surtout. C'est bien les business angels aussi, je trouve. Oui, et j'ai rentré que des gens vraiment smart, que des serial entrepreneurs, parce que clairement, voilà, on va éviter les emmerdes, on va aller vraiment vers des professionnels qui connaissent très bien ce qu'on fait et qui peuvent prendre ce bet-là. J'ai même rentré en fait des fondateurs de fonds, de fonds en fait européens et américains. D'accord. Donc l'idée justement, c'est de miser sur l'après, mais mon erreur, c'était en fait sur le vrai tour, justement, seed, où il fallait vraiment chercher, tu vois, une dizaine de millions d'euros. Attends, là, tu voulais lever combien ? 10 millions. 10 millions d'euros. Voilà, d'ailleurs, tu les as levés. Ah oui, je les ai levés en fait à l'époque. Avec qui alors ? Mais voilà, après avoir essuyé 80 refus des VC français, je me suis dit, bon, il faut que je change tout. Laissons tomber. C'est une grosse somme, 10 millions. Il y a des fonds en fait, français c'était fin 2022. Et fin 2022, en fait, dès fin 2021, le robinet des VC a fermé. C'était en fait la fin de la folie. Et d'ailleurs, c'était mon regret. Un fonds tout seul en France qui met. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de fonds de VC qui mettent 10 millions. Je suis allée vers des fonds. Après, ils peuvent se mettre ensemble. Après, ils se mettent ensemble. Et bien sûr. Et franchement. Aucun t'a suivi ? Non, aucun m'a suivi. Est-ce qu'ils regrettent maintenant, tu penses ? Non, mais ils ont regretté juste après quand j'ai chopé un lead américain. Et j'ai eu en fait pas mal de VC français qui voulaient rentrer dans le tour, qui m'ont dit non avant, qui n'ont pas donné de réponse. Et que j'ai refusé parce que là, pour le coup, tu prends un malin plaisir de dire non à un fonds qui t'a déjà dit non en fait. C'est quoi le fonds américain ? Alors j'ai pris plusieurs fonds américains, mais le fonds lead, il s'appelle Fin Capital. C'est un gros fonds américain qui gère 1,5 milliard et qui investit justement que dans des fintech, qui a investi chez Chime, chez Circle, qui a fait pas mal d'exits en fait là-dessus. Donc ce que j'ai fait de malin à ce moment-là, je me suis dit, je vais arrêter de perdre mon énergie sur des gens qui ne comprennent pas ce marché et je vais aller vers les gens qui connaissent ce marché. Et donc j'ai toqué la porte. Équivalents aux États-Unis. Exactement. C'est plus facile pour eux aussi. Il y en a pas en France. Exactement. Du coup, j'ai toqué directement vers le fonds qui a investi chez FinCapital. Je lui ai dit, je veux faire comme DailyPay. Je veux devenir le leader européen sur lequel tu as misé en fait aux États-Unis. Et voilà, le gars, il m'entend, il entend en fait mon projet, ce que j'ai fait jusque-là, etc. Et il comprend en fait l'intérêt. Et justement, il m'envoie un term sheet en fait dès le lendemain. Est-ce que ça allait beaucoup plus vite vraiment Ah ouais, avec les États-Unis. Clairement. Ils t'ont envoyé le lendemain une term sheet. Même il a écrit le term sheet, je me rappelle encore, sur une serviette papier. On était dans une soirée faite par un autre VC, justement pendant Money 2020 à Amsterdam. Et genre, c'était notre 3e rencontre quand même. Et donc, on s'est dit, bon, allez, on se met d'accord sur ça. J'ai négocié en fait le gros des termes, en tout cas là-dessus. On a écrit sur une serviette papier. D'ailleurs, que je cherche toujours cette serviette papier. J'aurais dû la garder. Attends, et le lendemain. Ça. Moi, c'est dingue, mais franchement. Et le lendemain, il m'a envoyé le truc et on a fait une réunion. Et à partir de là, c'était simple de trouver en fait les zones. Donc, quand tu as trouvé un lead, là, les fonds en fait se bousculent. Et j'ai pris un malin plaisir de prendre plutôt des VC qui m'ont pas dit non en fait autour avant. Après, ils disent jamais non, ils gardent bon contact. Ils disent, les fonds de VC disent jamais non brutal. Ils disent non, c'est pas le moment. C'est toute la problématique. En France surtout, on ne donne pas de réponse. Mon Dieu, que c'est normal, pas parce professionnel. Justement, quand tu lèves avec le c'est fond pas professionnel. Là, après ils se disent au moins j'aurai ma place. Tu vois. Mais pour moi, je préfère largement avoir un an concret rapide pour passer en fait à autre chose et comprendre ce que c'est que de nous laisser comme ça. Et ça, c'est problématique. Ils ne fonctionnent pas comme ça parce qu'en fait, ils veulent se garder un maximum d'opportunités, tu vois. C'est pas cool et c'est pas du tout le cas de la majorité des VC en fait européens et américains.
C'est marrant, en fait, un play européen et t'as levé avec un fonds américain, c'est marrant. Ouais, parce qu'en fait, ils connaissaient le marché et puisqu'en fait, c'est un marché complètement naissant et que j'invente en fait de zéro ici en Europe, je me suis dit, je vais aller vers ceux qui ont déjà vu que c'est un marché de dingue qui justement nécessite vraiment de la patience pour que ça prenne. Mais quand ça prend, c'est exponentiel et c'est dinguissime. Oui, c'est le turning point dont tu parlais au bout d'un moment où il y a une inflexion. C'est ce turning point et dès qu'il y a cette inflexion-là, après c'est exponentiel et tu as en fait toutes les boîtes en fait, du marché. C'est quoi ton objectif alors avec Rosalie? Aujourd'hui, déjà 100 000 utilisateurs, c'est énorme. 10 millions d'euros levés, c'est... Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi tes objectifs? Clairement, là, signer les CAC 40, c'est clairement... Moi, je rêve encore de signer Carrefour, La Poste, APHP, les vrais, la SNCF, la RATP, c'est toujours pas mes clients. Avec eux, complètement, mais c'est des process, mon Dieu, qui durent depuis 3 ans. Enfin, j'ai jamais vu un cycle aussi long de ma vie. Donc, s'il vous plaît, les CAC 40, craquez, parce que c'est pas normal que ça prenne autant de temps, c'est votre sujet d'actualité aujourd'hui. Ils ont des sujets de rétention collaborateurs. Mais clairement. Tiens, un truc qui peut être pas mal pour toi, c'est les boîtes de conseil, les Big Four, les EY, etc. Parce qu'ils ont un tel turnover. Alors après eux, ça va peut-être moins, vu qu'ils ont des gros salaires, ça va peut-être moins les toucher. En fait, je m'adresse surtout aux boîtes de col bleu. C'est pour ça en fait que les CAC 40, vraiment, c'est clairement ma cible. Et donc ceux-là, je dois toujours en fait les signer quand même. Et en même temps, là, on est complètement dans une démarche internationale. Donc on essaie en fait d'ouvrir surtout le UK, même si il est plus dans l'Union européenne depuis le Brexit, mais c'est quand même un marché plus mature en fait que d'autres marchés européens que je vais devoir en fait créer de zéro. Parce que ce concept c'est dur de créer zéro, c'est ça ta difficulté avec Rosalie. Je trouve que il y a des gens qui viennent, tu as toujours un qui vient essuyer les plâtres, on va dire, se casser les dents, etc. pour évangéliser le marché, puis le deuxième qui arrive après celui qui a essuyé les plâtres pour surfer, et toi c'est ce que je dis en première ligne en fait. C'est ce qu'on appelle l'océan bleu. Et honnêtement, moi qui mentor énormément d'entrepreneurs, ils peuvent te dire que mon premier conseil, ne prenez jamais un océan bleu. Et je suis la première à prendre ça à chaque fois. Donc c'est ma deuxième boîte en océan bleu parce que je pense que par passion, j'adore en fait innover, apporter un marché, créer un marché. Oui, il y a des inconvénients majeurs qui sont vraiment une belle traversée de désert, qu'il faut être patient, droit dans ses bottes en fait les premières années parce que c'est tellement dur d'évangéliser, d'éduquer un marché, de le créer de zéro. Mais quand tu es en fait le premier qui crée ces barrières à l'entrée pendant ce temps-là, quand il y a cette inflexion-là qui arrive, tu crées un gap énorme. Si tu as tenu jusqu'à l'inflexion. Bien sûr, tu prends VP. En fait, quand tu es le premier en océan bleu, le but c'est de tenir jusqu'à l'inflexion. Bien sûr, tu as énormément d'exemples. Mais souvent, ça arrive aussi qu'il y a des boîtes qui meurent avant cette inflexion et c'est le deuxième qui arrive et qui sert, tu vois. Tu prends ce risque-là, clairement, tu prends ce risque-là. Donc, tu as des exemples des deux cas. Tu as l'exemple de VP qui aujourd'hui, même après l'inflexion, c'est lui qui a créé le marché, il a un gap énorme par rapport au deuxième. Donc, la différence et le gap entre VP et showroom privé, par exemple, elle est énormissime. Et il la garde depuis des années, il la gardera toujours, versus des boîtes où, en fait, tu meurs avant même que, justement, l'inflexion en fait, arrive. Exactement. Mais nous, en fait, là, je pense qu'on est complètement dans cette inflexion-là. D'ailleurs, on fait énormément de lobbying. Et je pense que peut-être, vous avez entendu parler de la proposition de loi qu'on a déposée et qui a fait la une des médias pendant tout l'été et avant l'été. Donc, on a fait la une des JT, M6, France 2, TF1, etc. Parce qu'enfin, on a réussi à déposer une proposition de loi qui a été carrément signée par la gauche et la droite. Et bon, avec ce bordel qui se passe en ce moment. C'est la loi Rosalie on l'attend toujours. Non, on ne l'a pas appelée loi Rosalie, t'inquiète. Non, bien sûr. Mais c'est une loi qui, justement, imposerait la demande d'acompte, la liberté de demande d'acompte par les salariés jusqu'à 5 fois dans le mois pour apporter beaucoup plus de flexibilité aux gens, de demander ça à tout moment de leur urgence. Elle passe, Rosalie, là, c'est en... Voilà, exactement. Et donc, si elle passe, et c'est ce qu'on dit en fait aux entreprises, mon Dieu, initiez le mouvement vous-même et offrez cette solution comme un bénéfice où les salariés vont justement s'engager auprès de vous et vont vous remercier, plutôt que d'attendre que ça soit vraiment une obligation illégale. Vous n'aurez aucun choix que de prendre en fait notre solution, ce qui est dommage en fait. Donc là, on court derrière cette j'espère que ça va passer en tout cas, parce que ça. Nous aussi, on l'espère, mais avec ce qui se passe, franchement, tous les jours, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Mais le gouvernement change, tous ceux justement qui ont signé cette loi, qui l'a poussée, la proposition de loi, on a passé vraiment des années à la passer avec un gouvernement et pas avec un autre. Mais mon Dieu, c'est quoi la suite pour Rosalie en fait? T'as prévu de relever des fonds?
Voilà, c'est quoi les prochaines étapes ? Pour l'instant, non. En fait, on cherche plutôt la rentabilité. Donc, je pense comme tout le monde, courir vers l'EBITDA positif est devenu une nécessité. C'est pas parce qu'on est une fintech et que du coup, on peut, tu vois, toujours lever des fonds et continuer à s'agrandir sans jamais être rentable. Sinon, c'est pas vrai. Aujourd'hui, la rentabilité est un nécessaire. Et donc, ça fait partie complètement de nos plans pour être rentable avant fin 2026. Donc, c'est clairement, j'ai 1 an vraiment pour justement équilibrer absolument les comptes. Lancer absolument l'international, ASAP. Donc, clairement, on est en train vraiment surtout de travailler sur le UK et le Moyen-Orient parce qu'il y a quand même un énorme marché au Middle East très intéressant. Et là, du coup, on parle avec des banques qui sont intéressées pour faire des partenariats parce qu'on a besoin d'un partenaire local pour créer une joint venture et lancer justement sur ces marchés-là. Et après, continuer notre ascension en Europe parce qu'on sert justement nos clients qui sont en France mais qui ont des filiales un peu partout en Europe. Donc aujourd'hui, on sert justement leurs filiales, que ce soit en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Et donc, espérer évangéliser ces marchés petit à petit parce que la compte sur salaire n'est pas encore connue sur ces pays-là où il n'y a pas cette obligation légale en fait, d'acompte, mais qui va devenir une norme parce que tu as besoin d'un bénéfice salarial pour justement améliorer la santé financière des salariés, améliorer leur engagement, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu nos focus en ce moment. C'est vraiment rentabilité 1 et 2, restructurer justement l'équipe pour arriver à lancer justement ces marchés à l'international et continuer de manière opportuniste à passer surtout par nos partenaires pour une distribution idéalement, et j'espère demain, et c'est ce que j'essaie de les convaincre en ce moment, d'offrir notre solution et pas d'essayer de la vendre, mais de l'offrir à toutes leurs entreprises et tous leurs utilisateurs pour qu'on passe directement à cette inflection point importante où vraiment le salaire à la demande devienne absolument une norme ici. Et en termes de croissance, donc là, je note que vous êtes à peu près à 3,6 millions d'ARR. Est-ce que je calcule bien ou pas ? Ouais, à peu près. J'ai calculé au nombre de users, donc 300 000 de MRR et 3,6 millions d'ARR. Donc c'est déjà une belle croissance. Est-ce que tu penses que... C'est quoi votre croissance quoi ? Enfin, est-ce que vous doublez d'année en année ? Enfin, c'est quoi les chiffres ? Franchement, c'est un peu difficile quand même, surtout cette année. Je pense qu'il y a un contexte pas cool du tout. Je connais pas quelqu'un, je connais pas un entrepreneur qui m'a dit cette année génial, j'ai adoré. Moi, je trouve que le contexte, honnêtement... Et là, il y a un contexte économique. Horrible. Je pense que c'est une crise, franchement, j'ai l'impression que les entreprises sont en waiting mode. Je sais pas si tu connais un entrepreneur, toi, qui marche en ce moment, mais moi, j'aimerais bien le rencontrer. Moi non plus. Moi aussi. Je pense qu'on fait même des dîners et des events entre entrepreneurs. On passe notre temps à se plaindre de ce contexte. Et c'est malheureux, mais j'entends de plus en plus vraiment la question de je dois partir, je veux partir de la France. Et ça, c'est vraiment, vraiment dangereux. Et ça, c'est vraiment tu l'entends aussi beaucoup. Mais énormément. Moi, je l'ai jamais autant surtout entendu, en ce moment, c'est énormissime. C'est devenu presque quelle destination où partir. C'est même plus la question de est-ce que je pars. Et ça, c'est horrible. L'entrepreneuriat n'est plus mis en avant. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est dommage. Et j'espère vraiment que c'est très passager, que c'est temporaire et que la France puisse vite se ressaisir parce que clairement c'est pas normal, surtout quand je vois en fait d'autres pays qui en profitent et qui du coup en fait déroulent le tapis rouge. Je crois que c'est l'Italie en ce moment. L'Italie, enfin franchement même tu vois, je suis invitée énormément à Londres qui eux ont compris leur erreur avec le Brexit et qui essaient justement maintenant de partir à l'avant et qui saisissent en fait l'occasion et qui déroulent maintenant le tapis rouge en fait au fintech. Venez, tu vois, clairement c'est hallucinant. Donc à apporter énormément d'aide et de trucs en fait juste pour créer une filiale là-bas ou s'installer là-bas, c'est dinguissime. Donc j'espère que c'est passager, mais il faut vraiment le faire très vite parce que ce mot passager, je l'entends plus il y a 1 an quoi. Enfin moi j'ai la rentrée du MEDEF, la rêve du MEDEF de l'année dernière, j'avais l'impression de faire un déjà vu exact avec la rêve du MEDEF de cette année avec la rentrée. J'ai entendu exactement la même chose et j'entends toujours franchement la même réponse des entreprises en disant là on attend, on ne sait pas, pas de budget pour l'instant. Mais comment ça se fait alors que l'EBITDA et les comptes publics de toutes les boîtes en France, surtout les CAC 40, n'a jamais été aussi bon. Donc clairement, les entreprises, c'est pas normal. Là. Ça tient pas la route. Et le reste du monde, moi, j'ai envie de dire, parce que... Oui, et les ETI et les PME, bien sûr. Mais honnêtement, c'est pas corrélé. Je trouve qu'en fait, le business en France est trop
trop émotionnel. J'ai l'impression que les entreprises, en fait, sont trop reliées en fait, à l'émotion, à ce qui se passe autour, etc. Alors que dans d'autres pays, c'est totalement décorrélé. Regardez Trump avec ses conneries aux États-Unis. En fait, les entreprises tiennent la ligne droite et continuent en fait, leur business et continuent à signer des contrats et continuent à faire comme si rien n'était. Et c'est ça, en fait. C'est ça ce qu'il faut faire dans une vie économique. Donc, je trouve peut-être avec un truc culturel français qu'il faut quand même s'émanciper un peu de ce qui se passe en fait, autour et continuer parce que cette stabilité politique, malheureusement, on ne va pas l'avoir de sitôt. Quoi. Donc, ouais. S'il y a des gens qui veulent te contacter, est-ce que tu as un réseau LinkedIn, par exemple ? Complètement, LinkedIn, très simplement. Je mettrai mail, en description YouTube ton profil LinkedIn, le lien du site Rosalie. Absolument. Et est-ce qu'on pourrait créer une petite promo pour les gens qui voudraient souscrire à Rosalie ? Parce que moi, je trouve le projet génial et je le recommande en tout cas aux gens. Exceptionnellement pour toi, Andrea. Pour parce que là, si quelqu'un nous a écouté jusqu'à maintenant quand même et qui veut souscrire. Ouais. Franchement, exceptionnellement, n'importe quelle entreprise qui veut, petite ou grande en fait, qui veut en fait offrir dès demain Rosalie à ses salariés, je leur offre moins 50% sur la première année de l'abonnement et c'est exceptionnel, on n'a jamais donné ça, même via les partenariats. Jamais vous trouverez ça, même pas moins 10% chez le client. Donc moins 50% vraiment, première année. Donc si par exemple j'ai une entreprise de 50 personnes, je fais l'exemple, 50 personnes, ça va me coûter 150 € par mois, vu que c'est 3 € normalement. Ouais, tout à fait. Donc, et au lieu de 150, ça me coûtera 75. Exact. Voilà, j'ai fait le calcul. Exactement. Selon le nombre d'employés que vous avez. Donc tu me diras si il y a une entreprise qui vient, parce que la dernière fois... Venez avec le code Andrea ou Little Big Things. Voilà, les gens qui viennent Little Big Things. Parce que la dernière fois, il y avait Raphaël de Matera qui rigolait après le podcast en mode personne va venir du podcast pour prendre pour gérer sa copropriété. Il en a eu plusieurs. Donc comme quoi, tu vois, ça peut venir. Venez nombreux, c'est avec grand plaisir. Parce qu'il y a aussi il y a des entrepreneurs qui peuvent nous écouter, mais il y a aussi des salariés peuvent nous entendre et se dire ils peuvent recommander la solution. Exactement. Dites à votre RH qu'il y a rosalie.com. Rosalie.com, je mettrai le lien. Vous allez sur le site rosalie.com, il y a une partie en fait salarié pour recommander à votre RH. Donc automatiquement vous remplissez un formulaire et automatiquement on envoie un mail à votre RH pour recommander la solution. En tout cas, c'est pas un code promo qu'on fait parce qu'il y a pas tu souscris pas en ligne quoi, ils doivent parler à un commercial chez toi. Non, absolument. Voilà. Donc tu préviens tous tes commerciaux alors qu'il n'y ait pas de sinon moi je demande aux gens de me contacter s'il y a un problème par rapport à ça. En tout cas, je suis super content de t'avoir rencontré. Franchement, tu as un parcours difficile. Je sais pas difficile. Et c'est toujours difficile. C'est horrible, c'est toujours difficile. Ouais, en fait, c'est toujours difficile. Pas du tout. À chaque fois, on pense en fait que ça va devenir plus facile, mais pas du tout. Franchement, je pense que. Mais où s'arrête ta résilience alors ? Mais franchement, je pense que je suis d'où ça vient très têtue. Non mais je pense que depuis toujours, tout le monde me connaît comme une personne qui lâche jamais. Et ça, c'est horrible d'ailleurs. Déjà petite. Tout à fait. Rebelle, très têtue. C'était malheureusement. Je sais pas si c'est un inconvénient. Parfois. Oui, c'est un inconvénient parce que... Dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt une qualité. Oui, parce qu'il faut savoir s'arrêter aussi avant de rentrer dans le mur. Et moi, j'ai cette tendance de rester tellement déterminée par rapport à ma conviction. Alors, aujourd'hui, avec ta vie de famille, avec tes enfants, avec ton mari... Oui, ça s'organise. Honnêtement, j'ai déjà un mari qui est entrepreneur comme moi. Donc, il est entrepreneur aussi. On a vraiment une vie à 1000 à l'heure et ça se comprend. Et donc, on organise notre vie comme une troisième start-up entre nous. Vraiment. Mais voilà, qui s'organisent très très bien. Mes enfants, 6 et 9 ans maintenant, ils sont assez grands, autonomes, adorent ça et j'espère qu'ils prendraient comme exemple ce qu'on fait, clairement. Tu prends un peu de hauteur un petit peu sur ton parcours parfois ou pas ? Le podcast, c'est l'occasion de... Mais j'ai rien fait encore. Moi, mon problème, mais en fait, moi, je trouve que ça dépend. Rien fait. Honnêtement, si rien fait. on dit que c'est le chemin le plus important, non, tu pars de Tunisie, tu chopes une bourse qui est super dure à avoir, tu arrives en France, tu lèves des fonds. Non, tu as 100 000 users. Moi, je trouve que déjà, c'est... Non, c'est peut-être aussi mon gros défaut. Je suis une insatisfaite éternelle, malheureusement. Et clairement, j'estime que je suis toujours un échec continu et que c'est le l'effet succès... Michael Jordan, je sais pas si tu connais Michael Jordan quand il gagne le truc là, en fait, s'il rentre dans les vestiaires, il est toujours insatisfait quoi. J'ai regardé The Last Dance sur Netflix. Michael Jordan, c'est quand même un super exemple de résilience hallucinant. Mais t'as vu, je sais pas si t'as vu, il est jamais vraiment très satisfait. On parle de quelqu'un qui est jamais non plus dans le... Et ça, c'est horrible en fait. C'est pas un truc positif. On dit ça de
Bernard Arnault aussi qu'il est très exigeant. On peut pas être heureux en fait, et donc on cherche en fait mais c'est ce qui fait que tu cherches l'excellence éphémère. Aussi. Ouais. C'est compliqué, mais écoute, j'ai comment dire, embrace ça. Je me suis acceptée quand même. Enfin, je vais avoir 42 ans là en novembre, donc je suis obligée de m'accepter comme je suis, de faire avec, de m'adapter avec ça, et d'aller chercher en fait ce succès. Et le succès, en fait, moi, je dirais le jour où j'aurai en fait des millions de gens qui témoigneront que j'ai changé en fait leur vie financière. Là, t'en as 100 000. On est encore loin de ça et qui témoigneront, mais c'est clair que chaque jour où je vois en fait le feedback en fait des gens qui me disent putain, grâce à vous j'ai géré une urgence hier, merci Rosalie, etc. En fait c'est ce qui donne le smile tous les jours, à se dire absolument il faut continuer à se battre, même si j'ai l'impression tous les jours de me battre contre la culture ici dans ce marché, plus que faire du business. Faire preuve de résilience encore. Exactement, mais un jour, voilà, peut-être un jour je serai satisfaite. Mais ok. En tout cas, un parcours super inspirant. C'est gentil. Et s'il y a des gens qui veulent te contacter, qu'ils n'hésitent pas. Absolument. Tu leur répondras. On est en recrutement, donc n'hésitez pas. Tu recrutes quoi comme profil ? Tiens, on peut terminer là-dessus. Là, profil technique surtout, parce qu'il faut qu'on cherche des devs. Des développeurs. On va vraiment travailler surtout à essayer maintenant de s'intégrer chez les partenaires qui nous distribuent. Donc en fait, ça change un peu aussi l'architecture. Il y a une API, vers Rosalie, Tout à fait. Okay, Rosalie, c'est une API aujourd'hui qui peut s'intégrer. Je me demandais, tu es connecté à Payfit par exemple ? Je suis connectée à tous les logiciels de paye qui existent sur le marché aujourd'hui. Okay. Donc, et même distribués par la majorité d'entre eux, comme ADP, Sopra, même les logiciels de gestion de temps comme Skello, Combo, etc. Okay. Oui, en fait. T'as beaucoup de gens qui t'utilisent. Exactement. Et donc, en fait, quand on vient à une boîte, c'est rare en fait qu'elle nous donne un nom d'un logiciel de paye sur lequel on n'est pas intégré. Et donc, c'est plug and play et elle peut lancer en fait dès demain. Ça, c'est bien pour toi pour scaler, parce qu'après, du coup, ça augmente l'adoption. Plus t'es plugué, plus. Tout à fait. Exact. Super. En tout cas, une solution. Voilà, une solution Rosalie pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, des Européens. Hâte de découvrir la suite. Et puis, je te remercie pour ton temps. Merci Andrea. À bientôt. Au revoir.